Merci à tous de votre présence à ce webinaire donc dédié à l'asset management et à son optimisation. Je vais commencer par une brève présentation de Metaline, hein. Donc Metaline, déjà je me présente, je m'appelle Alexis Doyen et je suis chargé de marketing et consultant web au sein de Metaline Division Logicielle. Et donc, notre groupe Metaline, c'est un groupe qui a 35 ans d'expérience dans le business desk et l'innovation IT, et qui est également leader dans le support des data centers et des services managés pour les parcs Apple. Notre groupe a depuis peu 4 business units pour mieux effectivement gérer chaque domaine. Donc, on a un pôle data center qui assure majoritairement des gestes de proximité, d'exploitation et de la supervision. On a le business unit des services managés, le Digital Workplace qui s'occupe principalement du support, que ce soit sur site ou à distance, mais également de l'administration voilà. Et effectivement donc la division logicielle qui a mis en place la solution Calipark.net, qui est donc une solution, entre autres, de service management, donc de ticketing, de change, etc., et d'asset management. Et donc, c'est bien l'asset management qui nous intéresse effectivement aujourd'hui. Et effectivement, bah, cet asset management était autrefois une contrainte avec des outils, pour certaines sociétés, des outils très très basiques. Et donc, effectivement, c'était une contrainte. Et aujourd'hui, de plus en plus, l'asset management est au cœur des défis des entreprises et des grands groupes. Tant sur le plan de l'efficacité, de la traçabilité effectivement du matériel, quel qu'il soit, et puis bah, bien sûr de la sécurité. Et donc, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, hein, vous travaillez, les enjeux sont partagés. Effectivement, ben, quand on a des équipements qui sont dispersés et qui sont difficilement localisables, c'est un souci. Il y a la pression sur les coûts et la disponibilité effectivement de ces équipements. Un manque de visibilité, pardon, sur l'usage réel, hein. Parfois, du matériel peut être quelque part sans qu'on sache où et même s'il est utilisé. Et puis, un risque de non-conformité ou de même de rupture de certains équipements si on ne le suit pas. Alors, au-delà d'avoir effectivement des enjeux partagés, il y a également des objectifs communs. Ces objectifs communs, voilà, sont bien sûr bah, de mieux gérer son parc d'équipements, de mieux décider, effectivement, avec des données plus justes, on peut mieux décider et avoir une meilleure stratégie d'entreprise. Et puis, bah, forcément, avec une bonne gestion de parc, c'est de mieux anticiper. Donc, sur ce sujet, aujourd'hui, on vous propose d'une part le retour terrain des hôpitaux universitaires de Strasbourg par l'intermédiaire d'Olivier Gratte sur bah, les défis, le contexte, et puis bah, comment il a mis en place effectivement sa gestion de parc au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et avec Alexandre de Superwise, on fera un focus sur Mhm, la localisation des équipements, mhm, des équipements qui mhm. soient médicaux ou non, hein, peu importe. Olivier, c'est à toi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Olivier Grade. On peut tout de suite passer au cœur du sujet sur la slide suivante. Donc, je suis responsable adjoint du département support à la DSI des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc, le support, c'est l'assistance hotline, la proximité et la gestion des parcs et des stocks. Je suis également responsable des services numériques, notamment les outils de service management, asset management, donc Calipark, et les outils de project management et tout l'écosystème Microsoft 365. Et je suis certifié ITIL V3 et je viens de la mettre à jour en version 4.
Donc, l'ESUS, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, c'est 8 sites autour de Strasbourg, plus de 13 000 utilisateurs. On gère plus de 57 000 assets en termes de produits et licences et sont déployés aux US 9 700 postes de travail informatique, plus de 10 000 postes téléphoniques, qu'ils soient fixes ou mobiles, 2 800 points d'impression, de scan, de copie et plus de 400 applications métiers. Et pour gérer tout ça, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir au quotidien suivre la localisation, donc les différents sites, les différents bâtiments, les étages, les locaux, et par leur référence, et la hiérarchie, c'est-à-dire l'affectation, que ce soit au niveau du pôle, très macro, au niveau du service ou directement dans les unités fonctionnelles. Il nous faut aussi pouvoir suivre les stocks, qu'ils soient réels ou pouvoir anticiper donc l'approvisionnement, donc les stocks disponibles par rapport aux quantités de matériel réservé, suivre les licences pour assurer une conformité logicielle et d'avoir une visibilité globale sur notamment la cartographie applicative et technique, donc de suivre la CMDB dans l'outil. Les contraintes côté US, c'est déjà au niveau service management, mais c'est très lié à l'asset management. On a plus de 75 000 tickets par an, tout confondu, et parmi ces tickets, il y a 8 500 interventions directement sur site, toujours par an. Le parc, lui, on approche des 10 000 postes, donc il n'est pas extensible à l'infini pour 13 000 utilisateurs, donc il nous faut maintenant challenger ces demandes qui arrivent quand même tous les jours encore pour faire des extensions de parc, rajouter des postes de travail. Il nous faut pouvoir dire, OK, on attend un temps de poste pour chaque pôle, on a un taux d'utilisation et il faut pouvoir challenger et dire on peut peut-être réorganiser les postes déployés, les déplacer, etc. Il nous faut aussi pouvoir fournir des états annuels qui sont demandés par les services comptables, notamment les remboursements budget annexes, retraitement comptable, pour ne citer que, hein, il y a plein d'autres états qu'on nous demande. Et tout au long de l'année, on a des opérations de tiroirs, des restructurations, des nouveaux bâtiments, des rénovations, et donc pouvoir piloter des déménagements tout au long de l'année, et donc savoir justement quels sont les besoins, savoir à l'instant T où sont tous nos matériels. Si un service déménage, il faut pouvoir produire cet état de parc et de dire aussi, cet état de parc est lié donc à une structure, hein, comme je le disais avant, hôpital, pôle, service UF, mais aussi à des affectations, soit poste partagé, donc plusieurs utilisateurs ou un seul, et donc avoir une interface avec la base RH, la base structure, et toutes les localisations de l'établissement. Et il nous faut aussi pouvoir interfacer avec ce qui remonte des postes informatiques. Donc nous, on a MECM pour la partie téléinventaire et donc ramener des informations qui viennent compléter ce qu'on va mettre à jour manuellement. Et donc déduire ensuite par rapport aux connexions, par rapport aux connexions sur les postes et aux dernières connexions, déduire un taux d'utilisation pour optimiser au mieux. Ce projet, on le suit depuis 2009, hein, c'est une amélioration continue. On a commencé en 2009 par la migration d'un outil qui nous avait été mis à disposition, qui était EasyLog en SaaS à l'époque, vers Calipar qu'on a décidé d'acquérir en version on-premise. Et donc, il fallait à ce moment-là modifier, migrer, dévier les interfaces, qu'elles soient RH, structure ou habilitation, et ensuite augmenter progressivement le périmètre de l'outil selon un référentiel qu'on suit depuis des années, donc d'abord V3 puis ITIL4. Donc en 2009, on a migré vers Calipark, on a déporté les interfaces, on a migré les données sur un périmètre de départ qui était sur la partie Asset Management uniquement hardware et sur la partie Service Management, incident et demande de service. Ensuite, on a stabilisé la solution, on a stabilisé surtout notre utilisation de cette solution. Et en 2014-2015, on a centralisé tout ce qui était ITSM dans Calipark, c'est-à-dire qu'on avait des tickets dans Bugzilla sur la partie changement, sur la partie problème. On avait de l'assistance applicative dans Access, on avait des fichiers Excel à tort et à travers, que ce soit du stock ou autre. Et donc, on a étendu ce périmètre de départ à l'inventaire, aux licences, au suivi des licences, donc sur la partie asset management, et au changement sur la partie service management.
Ensuite, 2016-2017, on a créé un portail end-user pour l'accès direct aux utilisateurs qui peuvent voir leur état de parc, qu'ils soient donc simples utilisateurs, donc le parc qui leur est affecté, les tickets que chaque utilisateur aura déclarés, et si pour les profils cadres, d'avoir une visibilité service, voire pôle sur le parc et visibilité de tous les tickets qui ont été générés pour le service ou le pôle. On a également étendu le périmètre, donc toujours dans la partie asset management sur une vision plus CMDB, au-delà de la simple gestion de parc. Et sur la partie service management, on a rajouté la gestion de problèmes, la gestion des bases de connaissances et les contrats, quels qu'ils soient, hein, contrat de maintenance, contrat de service, contrat de support. Et bon, ça c'est effectivement un peu plus de l'asset management aussi. Et 2022, on a fait une migration majeure de Itasm à l'époque vers Calipark. Et on a encore un petit peu étendu le périmètre. On a rajouté, et ça c'était un petit peu un développement maison grâce aux outils de Genic Form, de rapport d'activité, c'est-à-dire qu'on saisit notre compte-rendu d'activité dans cet outil, qu'il soit lié à du temps passé dans des tickets qu'on remonte ou du temps passé autre, du temps passé administratif, du temps passé de gestion de projet, etc. Et donc, on a consolidé ça dans Calipark et on a également dématérialisé toutes les interventions sur site. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de papier qui suit le technicien, qui est signé par l'utilisateur. On a rentré tout ça dans un formulaire générique qu'on a adapté à notre guise et qui est disponible pour chaque technicien sur tablette Surface. La collaboration, c'est une collaboration entre nous et Metaline et Vision Logicielle. Ce que j'en retiens, c'est surtout la souplesse, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on peut tout faire dans cet outil, mais on nous coach aussi sur la manière de le faire et peut-être les limites à ne pas dépasser pour garder quelque chose de viable. Donc, on, la solution est souple, mais les équipes aussi, et les équipes sont créatives qui nous aide à aller plus loin, c'est-à-dire on a une idée en tête, on va y travailler ensemble, voir ce qu'il est possible de faire nativement dans l'outil, voir ce qu'il est possible de rajouter avec du spécifique, et donc d'être vraiment coaché par les consultants des équipes Metaline pour la maintenir et la garder, de la faire évoluer, mais de garder comme une solution stable, avec tout ce périmètre qui évolue, qu'elle reste stable, performante et surtout ergonomique, parce qu'on a du turnover, des gens qui arrivent et on n'a pas forcément le temps de toujours former tout le monde, mais donc il faut que ce soit ergonomique et rapide d'accès. Donc je parlais créativité aussi parce que nos besoins évoluaient, donc on a besoin de faire adapter l'outil à nos pratiques et à nos transformations aussi d'organisation. Au départ, c'était ce qu'on a choisi, c'est un paramétrage à quatre mains, c'est-à-dire que on faisait le paramétrage à notre niveau et on était aidé par le consulting. Donc c'est certes un investissement au départ, mais on a qui porte ses fruits puisque maintenant on est vraiment autonome sur la partie de base. Paramétrage et quelques évolutions spécifiques qu'on peut faire nous-mêmes. Et après, par petites briques, par assistance sur quelques heures, sur des demi-journées, sur des journées, on fait appel au consulting et aussi au support derrière si besoin. Une maîtrise des coûts, c'est aussi grâce au contrat de maintenance qu'on a depuis qu'on a mis cette solution en production. Et ce que je commande chaque année, c'est un quota de jours pour permettre d'avoir un appui consulting pour faire évoluer la solution, euh, pour qu'elle réponde vraiment à notre organisation. Mes conseils, si vous voulez vous lancer dans l'aventure ou faire évoluer vos outils vers les outils de Metaline, c'est déjà toujours de mesurer pour pouvoir gérer. Et donc, nous, dans la partie BI de cet outil, on a plus de 300 requêtes. Parce qu'à chaque fois qu'on se dit, OK, on a ça, il faut qu'on voit ça, il faut qu'on suive ça. Donc, on va créer une requête dans l'outil, on va générer soit à la demande, soit en poussant des rapports. Et aussi de tracer et historiser pour comprendre ce qui a bougé. On a beaucoup d'acteurs, hein, on a beaucoup d'intervenants sur site, donc tout le monde
fait bouger du matériel, il faut qu'on sache ce qui s'est passé sur par exemple, un service. C'est-à-dire que si on a un ressenti de quelque chose qui ne marche pas bien au niveau de certains types de matériel dans un service, il faut regarder quel est son état de part, qu'est-ce qui a bougé entre-temps, quelles sont les références qui pourraient être en cause et essayer au fur et à mesure de trouver la réponse dans ce qui a bougé. Ajouter des points de contrôle qui soient croisés, oui, parce que si on regarde d'un angle, on ne voit pas forcément toutes les choses, donc il faut croiser les données et de revoir ça lors de comités techniques, comme ce qu'on fait chez nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois on fait un point logistique, par exemple, on a un certain nombre d'indicateurs, on a des valeurs, on a des objectifs qu'on se fixe, qui soient atteignables et progressifs, hein. On ne peut pas peut-être pas atteindre l'imperfection tout de suite, donc on se met des paliers et on améliore au fur et à mesure avec des actions au fur et à mesure et qui sont bornées dans le temps. Et notamment donc la mise à jour de parc et contrôle après intervention sur site, c'est-à-dire qu'un intervenant va sur site, change du matériel, éventuellement ben, derrière il met à jour et derrière on contrôle que c'est bien à jour. On a des états d'incohérents, par exemple des produits qui sont localisés quelque part alors que leur état est en stock. Donc ça veut dire que derrière notre état de parc sera soit c'est l'état de parc qui sera faux, soit c'est l'état de stock qui sera faux. Donc on va travailler sur ces indicateurs croisés. Les liens manquants entre poste et produit, entre une unité centrale, un écran, et de l'autre côté j'ai un équipement et j'ai pas forcément de lien. Donc forcément, on va pas retrouver les informations de l'équipement sur le produit, c'est-à-dire localisation, hiérarchie, affectation, etc. Et les doublons éventuels de numéro d'inventaire, de nom, hostname, qui sont normalement pas possibles, mais qui peuvent être suite à des erreurs de saisie. Voilà. Ok. Merci, merci Olivier pour ce retour très instructif. On va passer la main à Alexandre de Superwise qui va nous parler effectivement de localisation des assets. Alors, Alexandre, ton micro est coupé. Micro. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis entendu, C'est très bien. Alexis? Ok. Oui, oui, c'est très Non, bien. bonjour à tout le monde, enchanté. Donc, Superwise, je présente très rapidement. C'est une startup qui est née en 2021. Nous sommes basés à Lyon. Nous avons déjà une quinzaine de clients à peu près. Et notre spécialité, en fait, en réalité, c'est pas la localisation, c'est pas que de la localisation, c'est de la gestion de flux, en fait. Et moi, je suis un ancien ingénieur méthode et je m'intéresse au déplacement erratique, en fait, des objets dans des environnements pas forcément complètement contrôlés. Et effectivement, dans le cadre d'une GMAO, eh ben, c'est important de savoir, d'avoir, comme l'a dit Monsieur Grad juste avant, d'avoir une position. Et c'est quelque chose qui est dans l'air du temps depuis déjà pas mal d'années. Et je vous ferai un état tout à l'heure, juste après, des différentes technologies possibles et pas seulement celles que nous, on préconise en premier, mais on les connaît toutes. Donc nous, notre but à travers cette gestion de flux, c'est de réduire les dépenses superflues. Nous, alors, on travaille beaucoup dans le monde de l'hôpital beaucoup public et aussi privé, mais surtout pour ces sujets-là dans l'hôpital public. Et on constate évidemment que les bases GMAO, elles sont fausses parce que c'est pas possible qu'elles soient justes, c'est impossible. Les taux d'erreur sont de l'ordre de 15 à 30% de tout qu'on a, de tous les pickings qu'on a fait. C'est plutôt proche de 30% que de 15. Donc c'est un vrai problème. Donc en gros, il y a des produits dans la GMO qui n'existent plus, qui sont plus là, qui sont partis dans un autre hôpital du groupement, qui sont, etc., etc. Enfin, il y a plein de soucis comme ça. Et puis, comme l'a dit aussi Monsieur Grad, bah, le taux d'usage. Donc ça, c'est super important parce qu'il y a aussi beaucoup de produits qui sont achetés pour des raisons personnelles, des convenances personnelles, des raisons politiques, un manque de clairvoyance systémique, et qui fait qu'on achète des trucs qui servent à rien et qui finissent dans des placards. Et dans les hôpitaux, on en trouve régulièrement beaucoup, hélas. Mais il n'y a pas les outils pour éviter ça, justement, et d'où l'objet. Ensuite, voilà, on va essayer de faire en sorte, en temps réel, parce qu'il y a la gestion du stock, mais en temps réel aussi la nécessité de donner la position pour des gens qui cherchent des objets, même si en fait la réalité des usages est souvent différente de ce que les gens imaginent. On peut passer à la slide suivante, hein. Ouais.
Donc voilà, donc nous, alors je vais parler beaucoup de hardware. Notre métier, ça va être d'aller localiser et savoir si des appareils, quand ils sont électroniques, sont allumés ou éteints. Mais on va traiter des objets qui ont, un, des déplacements totalement erratiques, deux, des déplacements erratiques dans des zones très grandes. Donc le premier hôpital qu'on a équipé fait donc 80 000 mètres carrés, donc c'est un bâtiment monobloc qui fait 10 terrains de football en surface. Et donc, c'est strictement impossible pour un service de maintenance de savoir où sont les objets, surtout qu'ils ne suivent pas un cycle. Donc, moi, je viens d'industrie. Dans l'industrie, vous avez beaucoup d'assets qui suivent des cycles connus à la par avance, qui d'ailleurs souvent dont la localisation se gère très bien avec un code barre, avec des checkpoints, des points de passage. C'est pas le cas dans les déplacements erratiques dont on parle, puisque ce sont des objets dont on ne connaît pas le destin. Donc on les met dans la nature et on ne sait pas du tout ce qu'ils vont vivre. Donc là, et ce sont des objets qui ne sont pas pourvus, c'est le dernier point, d'un système IT qui va lui permettre par un repérage réseau, par exemple, de savoir où il est. Un PC avec une connexion Wi-Fi, je peux savoir à quelle borne Wi-Fi il est connecté, donc je peux avoir une idée de sa localisation. Déjà, je peux savoir s'il est là ou pas. Mais un lit, c'est pas possible. Voilà, c'est parce qu'il n'est pas fait pour ça, à moins qu'il soit de dernière génération et qu'il soit correctement connecté. Mais dans 99% des cas, c'est pas le cas. Donc, on a passé beaucoup de temps à étudier les usages dans ce monde hospitalier. Maintenant, on travaille également dans d'autres secteurs. Et il est ressorti, et je pense que ça, c'est vrai pour beaucoup de gens, que il faut équiper avec un capteur, en fait, l'objet qui nous intéresse, et que les contraintes d'usage sont énormes. Donc, un, il faut que l'autonomie soit très grande. Deux, il faut que ça soit tout petit. Trois, il faut que ça soit incassable. Une fois qu'on a dit ça, ça filtre énormément de choses en fait dans les choix. Donc nous, on a, on a fait ces études d'usage et ensuite on a choisi la technologie avant de développer le soft. Et la technologie, c'est celle qui vous est présentée. Donc on utilise des capteurs qui ont une durée de vie de 15 ans. Donc on garantit et qui font la dimension que vous voyez, 20 mm par 20 mm par 3. Donc on change pas de batterie, ils sont scellés, ils sont étanches, immersibles, et c'est ce qu'il faut dans les environnements dans lesquels on est. Toute autre solution, et on va le voir après, peut poser des soucis d'usage qui peuvent amener à l'abandon de la solution assez rapidement. Donc ces capteurs-là, comme dans tous les systèmes de connectivité, bah, ils vont parler. Donc en fait, ils vont parler en envoyant des ondes radio dans des gammes de fréquences qui sont les gammes de fréquences. Il n'y en a pas 36, hein, les gammes de fréquences autorisées. Il faut savoir que dans notre monde européen, on peut envoyer de la fréquence en 2,4 GHz. C'est le cas de votre Bluetooth, par exemple, de la plupart des Wi-Fi encore existants. Ce sont les fréquences qui sont que les autorités ne prennent pas parce qu'elles sont polluées par les fours micro-ondes. Donc c'est pour ça que le monde entier laisse libre la fréquence 2,4 GHz. Mais nous, on utilise une plus faible qu'on qualifie toujours d'ultra haute fréquence, mais qui est de 868 MHz. Donc en gros, c'est analogue à la voix. Donc en gros, nos capteurs, ils chantent un peu plus grave que du Bluetooth, et ils vont envoyer loin, en champ libre. C'est comme ça qu'on qualifie les distances. Ils vont envoyer à peu près à 2 km. Ça veut dire dans un bâtiment type un hôpital. Donc un hôpital, c'est des plateaux béton avec des poutres de soutènement, et le tout est aménagé avec du placo-plat de 24 mm isophonique anti-feu. Et donc, dans ces environnements-là, où il y a beaucoup de cloisons, on va atteindre en géolocalisation, on va pouvoir monter jusqu'à 30-40 mètres à peu près de distance. Donc, dans un rayon de 30-40 mètres, on va faire en sorte que les oreilles, donc c'est en l'occurrence des passerelles, écoutent ces capteurs-là, et que plusieurs d'entre elles les écoutent. Et je vais vous expliquer comment on fait pour expliquer où est un objet. Et ensuite, évidemment, ces passerelles, elles peuvent être connectées par un réseau filaire, mais de manière privilégiée pour des raisons d'usage. La plupart du temps, on utilise en fait une carte SIM électronique multi-opérateur qui va aller scanner et chercher, même en très bas débit, des réseaux Orange, SFR, Bouygues, et qui va l'envoyer dans le cloud. Et ensuite, on processe les informations pour déterminer ce qui nous intéresse, et notamment la localisation. Donc ça, tout ça, c'est crypté dans la techno qu'on utilise, c'est très important. Et puis, il y a pas d'entretien, et on installe ça très rapidement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a modélisé les lieux, on met le temps qu'il faut pour attacher au mur et brancher une prise, quoi, à peu près. Voilà. On peut passer. Voilà. Alors, comme ça m'a été demandé, je vous fais très rapidement. Alors, j'espère qu'il y a des geeks qui nous écoutent. Je vais vous expliquer le mieux que je peux, et en vulgarisant au maximum, les différentes technos, et globalement comment on fait pour localiser un objet. Alors, déjà, comment on fait pour localiser un objet radio qui envoie des petits cris radio, des petites impulsions? Eh ben, mathématiquement, il y a trois manières de faire. La première méthode, c'est de se dire, l'oreille, elle a entendu l'objet crier. Est-ce qu'elle l'a entendu fort ou est-ce qu'elle l'a entendu pas fort? Et en fonction de ça, on va essayer de savoir si c'est loin ou si c'est pas loin.
La deuxième méthode, j'en parlerai après dans le slide suivant, mais c'est une méthode qui est beaucoup plus smart, qui consiste à utiliser ce qu'on appelle le temps de vol. Donc en anglais, ça s'appelle le time of flight. Donc en gros, si vitesse égale distance sur temps, donc distance égale vitesse fois le temps, bah, si vous avez un écart de temps entre le moment où le capteur a crié et le moment où l'oreille elle a entendu, et que vous savez déjà que la vitesse de propagation, c'est c, la vitesse de la lumière, bah, vous avez la distance. Voilà. Alors ça nécessite d'avoir beaucoup de chiffres derrière la virgule et une bonne précision, mais ça existe. Et c'est comme ça que votre GPS et votre smartphone vous localisent avec les satellites. Et la troisième méthode, qui est encore plus smart, c'est une calcul angulaire, donc on le verra juste après. Mais bon, le problème, c'est que ces deux technos-là, on le verra après, elles sont associées à du hardware qui ne correspond pas aux contraintes d'usage que j'ai citées juste avant, hélas. Donc nous, on va utiliser malheureusement la première méthode, la méthode qu'on appelle Receive Signal Strength Indication, c'est-à-dire l'intensité avec laquelle l'oreille entend le capteur. C'est la même chose que ce que nous, on fait quand on cherche quelqu'un qui est enfermé dans un placard et qui crie. Eh ben, si on l'entend fort, c'est qu'on est tout près. Si on l'entend pas fort, c'est qu'on est loin, tout simplement. Et le problème, c'est que c'est influencé par l'environnement. Donc ça, on a modélisé toute l'influence des environnements dans une algorithmie complexe pour être capable de dire, bah, j'entends fort, j'entends pas fort, mais bah, peut-être que je suis loin ou peut-être que je suis près, mais qu'il y a un gros mur entre nous deux. Voilà. Donc ça, il faut le déterminer. Donc on modélise l'environnement, hélas, pour arriver à faire ça. Mais c'est là le prix à payer pour pouvoir utiliser la seule technologie qui répond aux usages selon nous. Donc voilà. Donc dans la partie gauche, je vous explique comment ça marche. Vous avez là, par exemple, deux oreilles, une en bas à gauche qui est orange, une en haut à droite qui est verte. L'objet que je cherche, c'est le lit. Et en fait, les espèces de patatoïdes orange autour de la passerelle orange et vert autour de la passerelle verte que vous voyez et qui se croisent sont en fait les zones d'ISO puissance captée. En fait, ça relie tous les points pour qui la passerelle entend la même chose avec la même intensité. Voilà. Et donc, malheureusement, ce ne sont pas des cercles à cause de cet environnement, ce sont des patatoïdes. Donc, nous, on détermine à quoi ressemblent ces patatoïdes, puis on cherche l'intersection. Donc là, vous voyez un pin rouge, bah, ça veut dire que moi, je vais dire que c'est là, il y aura fatalement une erreur. C'est un système métrologique. Un système métrologique, c'est un système qui permet de mesurer quelque chose, et quand on mesure quelque chose, on se trompe, toujours. Donc, il y a toujours une erreur. Mais cette erreur, ce qui compte, c'est qu'elle corresponde aux usages. Et nous, dans le monde de l'hôpital qu'on connaît, eh ben, les usages ont montré que la précision, la haute précision, était utile à très peu de gens, en fait, et que dans la majorité des cas, les gens ont besoin de savoir que la présence dans un service de tel ou tel objet, parce que contrairement à des légendes hospitalières, une infirmière qui travaille en gérontologie ne va pas en chirurgie chercher un objet. Elle demande à la chef de lui mettre à disposition l'objet à l'accueil. C'est comme ça que ça se passe en vrai. Donc, ça ne sert pas à grand-chose dans la plupart des cas, sauf aux urgences ou dans certains cas, mais je ne vais pas m'étendre sur l'hôpital. Donc, cette méthode-là et cette installation nous permet de moduler la précision. Donc, on met plus de passerelles, une tous les 150 mètres carrés, qui est notre densité maximum. On arrive à des précisions qui sont de l'ordre de plus ou moins 4 mètres dans 95% des tirs. Et à peu près, dans 99% des cas, on ne dépasse pas les 8 mètres d'erreur. Et puis, si on élargit la densité du réseau, on passe à une passerelle tous les 300-350 mètres carrés. Bon, on n'a aucun mal à dire que l'objet est dans tel ou tel service et c'est suffisant dans la plupart des cas, ce qui en fait une installation légère. Aujourd'hui, ce que vous trouvez beaucoup, ce sont les solutions Bluetooth parce que les Chinois fabriquent ça, parce que le Bluetooth c'est universel et qu'on peut le déployer partout sans autorisation. Donc du coup, c'est ce qui a été choisi. C'est une technologie qui est très très bonne pour les casques audio, qui n'a pas été prévue. Les puces Bluetooth n'ont pas vraiment été prévues pour faire de la localisation. C'est pas idéal. Et donc, mais ça fait le job. Alors, comment on fait? On utilise la même méthode, sauf que comme on n'a pas beaucoup de portée, on est obligé de mettre des passerelles partout. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche. Si vous voulez avoir de la bonne précision, en fait, vous allez mettre des petites passerelles, des petites oreilles Bluetooth dans toutes les pièces. En fait, si vous le faites pas, vous allez commencer à avoir des erreurs dont la maîtrise dont la tolérance d'erreur est difficilement maîtrisable. Donc, si on veut avoir de la précision, on fait ça. Et en gros, on fait pas d'algorithmie parce que ça passe très mal les murs. Donc, par exemple, dans mon cas, le lit est dans la pièce avec l'antenne orange. Et ben, l'antenne bleue, elle va entendre un peu, mais c'est tellement pas fiable qu'on va faire comme si elle n'entendait rien. Et on va dire l'objet, il est entendu surtout par l'antenne orange, donc il est dans la pièce orange. Voilà, tout simplement.
C'est comme ça qu'on fait. Si on veut utiliser des bornages Wi-Fi, puisque aujourd'hui les fournisseurs de bornes Wi-Fi vendent beaucoup de bornes Wi-Fi équipées de Bluetooth, alors on va pas du tout avoir cette densité-là, ça va pas être possible. Alors on peut compléter, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec des petites antennes qui vont dialoguer avec les bornes Wi-Fi si on veut, mais ça se complique. Mais si on veut utiliser juste les bornes Wi-Fi, on va pouvoir avoir globalement une qualité de localisation à l'échelle du service qui va être très très difficile d'augmenter. D'abord parce qu'il faut que tous les modules Bluetooth soient à jour et fonctionnent de manière simultanée et asynchrone parfaite. Et puis ensuite parce que la grille Wi-Fi n'a souvent pas du tout été installée et configurée pour faire de la bonne localisation. Donc on aura un résultat qui sera pas mauvais. Et nous, on sait le faire, on l'a déjà fait à l'hôpital de Lyon notamment, mais il n'y a aucun potentiel d'évolutivité. Voilà à peu près. J'espère que vous étiez un peu geek et voilà à peu près comment on fait. On va passer à la slide suivante. Dans la slide suivante, bah, c'était les deux autres méthodes les plus smart, mais hélas, qu'on va pas utiliser, le temps de vol, donc la distance parcourue par le signal entre le lit qui est équipé d'un capteur et n'importe quelle des antennes, eh ben, elle est égale à la vitesse de la lumière multipliée par la différence de temps, donc le temps de vol, c'est-à-dire l'heure à laquelle le signal est arrivé sur la passerelle qui m'intéresse, moins l'heure de laquelle est parti le signal. Il faut à peu près 14 à 15 chiffres derrière la virgule. Donc, il faut travailler en fractions de picosecondes exactes pour arriver à avoir des précisions centimétriques. Ça marche, ça existe, mais malheureusement, la seule technologie qui marche en intérieur, elle s'appelle ultra wideband et il n'y en aura pas d'autres à venir. Et cette technologie-là, quand vous mettez le capteur toutes les semaines, il faut les enlever et les recharger ou changer les piles. Donc, c'est indémerdable, ça ne fonctionne pas et ça coûte en prix d'achat chinois, c'est 20 € le capteur, donc c'est beaucoup trop cher. Donc du coup, ces technos-là, elles existent, mais pour des applications très pointues, où on veut du centimétrique, on peut suivre la main d'un chirurgien, on peut contrôler l'accès enfin la sortie d'un objet d'une zone extrêmement précise, par exemple avec cette techno, je l'ai déjà vu. Mais en dehors de ça, ça reste niche et ça se développe pas vraiment. La troisième techno, beaucoup plus prometteuse, elle a déjà été développée par une entreprise finlandaise depuis quelques années. Les Chinois s'en sont emparés maintenant. Moi, j'utilise et je teste depuis déjà un an du matériel chinois de très bonne qualité. Et ça, c'est très Tresiu. Et ça sera la fin de la partie nerd de l'exposé. Désolé, je suis un peu long. En gros, imaginez que vous êtes au bord de l'eau sur la plage, vous avez les vagues qui arrivent. La ligne de crête des vagues, c'est ce qu'on appelle un front d'onde. Voilà. Et le déplacement d'une vague est toujours perpendiculaire au front d'onde. Ça, on l'a tous vécu. Et ben, dans les ondes électromagnétiques, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que font ces Chinois? Ils écoutent avec les antennes orange, bleu et verte les signaux et ils vont faire une photographie de la vague qui arrive sur une série d'antennes qui sont disposées en carré sur l'antenne. Ils vont sur le boîtier, ils vont prendre une photographie et ils vont déterminer quel est l'angle d'arrivée du front d'onde en fait comme ça. En théorie, c'est relativement simple à faire. Ensuite, ils calculent la perpendiculaire et ils disent bah si la vague elle est arrivée vers moi avec cet angle-là, eh ben je prends la perpendiculaire. Ça veut dire que l'objet, si je suis la perpendiculaire, il vient de là-bas. Et donc, si je fais ça 3 fois, en théorie, en fait, ils utilisent 4 antennes en général pour tout un tas de raisons techniques, mais avec 3 antennes, bah, j'ai 3 lignes qui se croisent et j'ai une super précision. Alors, petit problème, ça, c'est que c'est des antennes qu'il faut impérativement mettre au plafond, puisqu'elles doivent être sur un plan horizontal pour que ça fonctionne, et elles coûtent très cher. Et les capteurs coûtent assez cher. Et en plus, il faut changer les piles régulièrement. Donc, pour l'instant, c'est prometteur, mais c'est pas encore au top. Et si vous voulez utiliser ça avec du Bluetooth, il faut que ça soit du 5.3 minimum, c'est-à-dire un Bluetooth qui a grosso modo sorti dans le commerce il y a un an. Donc tous les gens qui ont mis du Bluetooth dans leurs hôpitaux, ils peuvent tout jeter, ils pourront jamais utiliser cette technique qui s'appelle angle d'arrivée en anglais AOA comme Angle of Arrival. Une fois que je vous ai dit ça, ça y est, vous savez tout. Il n'y a pas d'autre méthode à ma connaissance. Je fais ça depuis des années pour localiser un objet. Il n'y a pas d'autre méthode mathématique pour le faire. Il peut y avoir différentes technos, mais il n'y a pas d'autre méthode mathématique. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai été un peu rapide, mais on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, on peut passer à la suivante. Grosso modo, qu'est-ce qu'on trouve dans le monde que je connais? On trouve quoi? Alors, je vais tout de suite parler des étiquettes RFID, ce que vous avez dans vos vêtements de Decathlon, qui est souvent pris pour de la géolocalisation. C'est pas de la géolocalisation en temps réel, c'est du checkpointing. En fait, en gros, vous pouvez pas écouter une étiquette comme ça parce qu'elle ne parle pas. L'étiquette ne fait que réagir
une simulation d'une antenne. Et ça, le problème, c'est que ça ne marche que si on a des grosses antennes très chères et qu'on les met pas loin des produits. Et quand vous allez chez Decathlon et vous jetez vos produits dans le bac pour payer, sachez qu'il y a une antenne à 1500 euros au coût d'achat unitaire à peu près, qui est, je sais même pas s'il n'y en a pas deux, qui sont à 20 centimètres du bac pour capter tout ce qui se passe, parce que c'est très sensible à l'inclinaison, c'est très sensible à la distance, etc. Donc on peut, et par ailleurs, comme il n'y a pas d'énergie embarquée, on ne peut pas imaginer enregistrer des informations quand on n'est pas stimulé par l'antenne. Donc en gros, ce n'est pas un système de géolocalisation temps réel. Ce n'est pas vraiment compact parce que si vous voulez avoir de la distance, il vous faut une antenne qui soit la plus grande possible. Donc quand on met ça sur des petits objets, bah, c'est très compliqué. En plus, il faut qu'elle soit mise à plat si possible. Et puis, il ne faut pas que les objets soient empilés parce qu'il y a des phénomènes physiques sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais quand vous les empilez, chez Decathlon, par exemple, ils n'empilent jamais les t-shirts en logistique, ils n'empilent jamais les t-shirts dans le même sens, mais toujours en quinconce, pour éviter que des étiquettes se retrouvent en vis-à-vis, sinon les deux étiquettes sont victimes d'un couplage et elles disparaissent du système. Vous ne pourrez pas les entendre. Donc, ce qu'on va trouver surtout dans le monde industriel et des hôpitaux, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est un tag Bluetooth. Donc, un tag Bluetooth qui va durer à peu près 3 ans, quoi qu'on dise les fabricants, avec une grosse pile bouton CR2032 en général, qui fait presque 1 centimètre d'épaisseur, qu'il va falloir changer, qui pose des problèmes d'hygiène parce que c'est un truc qui s'ouvre, donc on va pas au bloc opératoire en théorie, mais les gens le font, mais c'est normalement interdit au niveau de l'hygiène. Et vous n'avez pas beaucoup d'autonomie, c'est pas très compact, ça fait 5 centimètres de diamètre minimum, avec les oreilles ça fait presque 7. Il y en a des plus petits, mais leur durée de vie elle est ridicule, elle est d'ordre d'1 an, donc c'est pas exploitable. Et donc nous, on n'est pas fabricant, mais on utilise la techno que vous avez en premier, qui nous amène le temps réel. On peut enregistrer des données, notamment de température, qui vont nous permettre de savoir si un appareil électronique fonctionne ou pas. On peut les enregistrer même hors réseau, donc on peut faire du suivi de température d'objets, du suivi de produits pharmaceutiques et de laboratoire. On les envoie dans les drones parce que ça pèse 2 grammes, donc on suit des températures de médicaments dans les drones avec, et on localise en même temps. Et on mesure l'activité des appareils, etc. Voilà ce qu'on fait chez Superwise avec cette technologie-là. Et ravi et à votre disposition pour ceux que ça intéresse pour répondre à des questions, bien sûr. Et je crois que j'en avais terminé, Alexis. Ouais. Ah oui, il y avait voilà différents voilà l'IoT. Une fois qu'on a investi dans un système IoT, évidemment on en attend beaucoup. Donc ce qui est aussi l'objectif, c'est qu'au niveau soft, on ait le maximum d'évolutivité, le maximum d'applications. Ça va vous faire sourire, mais une des applications les plus lucratives à mettre en place dans les hôpitaux, c'est le suivi des bouteilles d'oxygène de la pharmacie. Puisqu'on a parlé d'assets, les bouteilles ne sont pas à proprement parler des assets de l'hôpital, puisqu'ils appartiennent à des fabricants, à des remplisseurs, enfin des gaziers comme Air Liquide par exemple. Et ces bouteilles-là, nous, on a fait pas mal de calculs et qui ont montré que la plus gros de la marge d'Air Liquide dans le monde hospitalier était liée à l'absence de gestion de ces bouteilles par les pharmaciens. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On peut économiser beaucoup d'argent très rapidement avec ce genre d'application. Et puis, on fait du patient. Alors, pour le coup, le patient, on le fait avec du Bluetooth en mettant des petites antennes un peu partout dans des services de soins type ambulatoire. Ça, par contre, pour les patients, et là, on n'est pas dans l'asset, hein, évidemment, mais sur les patients, le Bluetooth est la seule solution, à ma connaissance, qui peut marcher. Et donc là, on arrive à avoir des précisions diaboliques et à vous dire à la seconde près quasiment où est un patient n'importe quand. Voilà à peu près ce qu'on va faire. Ok. Tu avais également une Voilà. dernière slide là. Bon, c'est une chose, mais je vais pas m'étendre dessus. Donc, on est dans le cloud, on opère dans le cloud parce qu'on décrypte en fait dans le cloud les données, tout est crypté. Et puis on met à disposition l'information en fait, tout simplement sur un navigateur aux gens, et on fait de la navigation temps réel. Donc voilà. Donc vous voyez un hôpital là, ça c'est un étage d'hôpital qui fait 200 mètres par 100 mètres et dans lequel on suit en tout, même si on le voit pas là, mais on suit 1700 objets en temps réel, 24 heures sur 24, et on fait tourner des routines d'analyse de données. Et l'idée là aujourd'hui, c'est qu'on va supprimer dans certaines catégories de produits, on va pouvoir, maintenant qu'on a la data, on a fait annuler un bon de commande de 200 000 euros de matériel l'année dernière, qui a été objectivé comme étant inutile par la direction biomédicale. Et ça, c'est une grosse avancée parce qu'avant, on achetait sans savoir pourquoi on achetait. Mais maintenant, on achète ce dont on a besoin. En fait, c'est vers ça qu'on converge. Ok. Eh ben, merci Alexandre, effectivement, Plaisir. pour ce détail, effectivement, sur les technos qui existent, effectivement, pour Mmh, la géolocalisation. Alors, mmh, pour conclure, effectivement, ce qu'on a vu, c'est que l'asset management, au sens large, c'est un travail du quotidien pour l'améliorer, pour l'optimiser. Et puis, la localisation en temps réel, mmh. c'est qu'il soit pour des dispositifs médicaux ou non, hein, mais c'est vrai un réel accélérateur concret. Et demain, ça sera clairement indispensable, hein.
Et puis pour une Ça l'est déjà. gestion, oui, déjà aujourd'hui, Ah ouais. mais pour une gestion effectivement plus fluide, plus smart, cette gestion-là, c'est des décisions plus efficaces derrière. Mm. Et donc C'est clair. maintenant, avec toutes ces infos d'Olivier et enfin le retour d'expérience d'Olivier et toutes ces infos pertinentes d'Alexandre, je vous invite à prendre le temps d'évaluer vos besoins actuels et futurs, et puis qu'on échange ensemble et puis on voit effectivement s'il y a des pistes à explorer. Mm. Vu le temps, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de faire questions-réponses, mais n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez effectivement notre adresse mail au cas où on vous la renverra. Et puis voilà, si vous avez des Mm. questions, Mm. si vous avez des besoins, Mm. contactez-nous. Et puis on transmettra effectivement si c'est pour Alexandre ou si c'est pour Olivier. Je vous Plaisir. remercie à tous de votre participation. Merci Olivier, merci Alexandre. Et Mm. puis je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.